Et qu'est-ce que je vais lui donner? Bon. Le retournement, c'est quand je me pose la question de mais qu'est-ce qu'il me veut? Alors que j'arrive en sachant ce que moi je veux de lui, qu'il me guérisse par exemple, mais il y a un retournement, c'est le Kevoy, si vous voulez. Hein, et à un moment donné, je me dis, mais grâce à la manière dont il gère les séances, je me dis, mais au fond, il me fait sentir de ça n'est jamais ça. Je parle, et c'est pas ça. Donc, c'est quoi? Et donc, petit à petit, je me pose la question de qu'est-ce qu'il veut? Mais ça ne veut pas dire que lui-même en a la moindre idée, mais ça veut dire qu'il est désirant. Or, le style, puisque vous savez, comme moi, hein, que d'abord l'édition dans laquelle c'est publié, sous la direction de Lucie Skovitch, s'appelle Stylus, hein, donc c'est une référence au style. Le style, Lacan le dit d'emblée hein, dans les écrits, reprenant la formule de Buffon, c'est le style, c'est l'homme à qui l'on s'adresse. C'est pour ça que je ne peux parler que de la manière dont il s'adresse à moi. Hein. Mais pour s'adresser à moi, il faut bien qu'il soit désirant. Et donc le style, c'est l'introduction du désir dans l'adresse. Et il le fait avec une certaine adresse. Et il le fait avec d'autant plus avec une certaine adresse qu'il y a une économie chez Lacan. Il y avait chez Lacan une économie de moyens dont j'ai passé ma vie, et je passe encore ma vie, à essayer, alors sur ce point, non pas de le mimer, mais de le rejoindre à ma manière. Je dirais, ça concerne, ça pourrait se dire en quelques mots, enfin en deux, trois mots. La concision. Il ne s'agit pas de savoir si Lacan parlait ou s'il ne parlait pas. Il s'agit de se rendre compte du fait que dans sa pratique, quand il parlait, c'était concis, c'était condensé, c'était quasiment un poème, ou en tout cas un vers d'un poème, qui reprenait les choses au moment où dans les mots où je le disais. Mais la concision était absolument surprenante parce que cette concision vous imposait de déplier, sans que ce soit volontariste d'ailleurs. Ça s'imposait à vous de devoir déplier ce qu'il disait. Et la concision, c'est un truc très important. L'autre truc important, pour essayer de qualifier son style, si je puis dire, c'est la pratique de l'allusion. Ça, je dois dire que par la pratique des contrôles, des supervisions, comme on dit, j'ai bien du mal à faire entendre qu'il ne s'agit pas de dire les choses explicitement, mais de faire allusion à quelque chose. Et que l'allusion, c'est une liberté donnée de se saisir de l'interprétation ou pas, avec un temps. Et le tact de l'analyse, c'est justement de prendre en considération cette dimension de la temporalité. Et cette temporalité, elle est différente d'un patient à l'autre. Lacan fait remarquer quelque part que, par exemple, il y a une consigne dont il dit qu'elle est certes valable, hein, qui est de ne pas faire d'interprétation en termes théoriques. Hein, on ne dit pas à un patient, là, c'est votre objet petit a, là, c'est le manteau de barré, machin, etc. Il dit, mais j'avais affaire, il dit, mais il y a des cas où j'ai eu un cas, au moins, où j'ai eu affaire à quelqu'un qui avait un discours très théorique et où j'ai employé des termes théoriques jusqu'à ce que ça dégonfle de fait son discours théorique. Ça a pris du temps, hein, mais je ne me le suis pas interdit. Parce qu'avec lui, c'était comme ça qu'il fallait faire. Si j'avais commencé à le rabrouer en lui disant « vous n'êtes pas là pour soigner la théorie, parlez-moi d'autre chose », eh ben, il ne serait rien passé. Il fallait le prendre là où il parlait. Eh ben, il parlait théorie. Ouais, ben, on allait parler théorie. Hein, et c'est ce qui fait aussi qu'on ne se sentait pas ironisé, humilié, etc. Donc, je répète, l'allusion. Et puis, il y a la pointe. Il pointe. Alors, il peut pointer par l'interruption de la séance,
Il peut pointer, comme je disais tout à l'heure, en faisant semblant de ne pas avoir entendu ce que vous avez dit. Il est arrivé qu'il me fasse répéter 3 fois la même chose. Au point que j'avais un doute, je me disais, mais il vieillit vraiment. Il vieillit vraiment beaucoup. Il devient sourd. Mais évidemment, ce n'est pas lui qui est sourd, c'est moi. Hein, bon, le premier coup, on peut penser que je me suis mal exprimé ou que ma voix a faibli, mais quand il me fait répéter 3 fois la même chose, il veut que j'entende quelque chose. Hein, donc, et alors, il y a une manière hein, le style, c'est à voir avec le poinçon dans l'écriture. Hein. Oui. Il y a une manière de poinçonner ce qu'on disait qui justifie complètement la pratique des séances interrompues. Et encore une fois, je tiens à le répéter, ça ne m'a jamais été, humiliant. Ça a été à chaque fois revitalisant. Même quand il m'arrivait de penser que je n'avais pas grand-chose à dire, quoi. Hein, et que j'allais dire n'importe quoi, et je croyais, évidemment, comme tous les patients, que c'était n'importe quoi, mais c'était pas n'importe quoi. Alors, on a dit son style, c'est le maniérisme, etc. C'est vrai, c'est le maniérisme. Le style, ça vient de style, étymologiquement, autour du XIIIe siècle, c'est une manière de parler. Une manière de parler qui, je dirais, qui est très proche de l'amour courtois. C'est-à-dire qui tient l'objet à distance. C'est ça que Roustan n'a pas compris dans sa critique de Lacan. Hein, c'est-à-dire c'est une manière de tenir l'objet à distance pour permettre justement un repérage des positions, mais l'important pour comprendre pourquoi il faut maintenir l'objet à distance, par ces moyens dont je viens de parler, c'est-à-dire l'allusion notamment et l'équivoque dont je n'ai pas encore beaucoup parlé. Cette manière de tenir les choses à distance fait que l'enjeu est celui de l'objet hein, et de la liberté de l'objet dans le rapport singulier avec lui. Donc, pour compléter, je dirais vraiment, le style, c'est le style avec moi. Après, le style sur la scène publique, c'est autre chose. Mais il l'a dit lui-même, c'est quoi? C'est de mettre les gens au travail. Hein, c'est-à-dire c'est pas immédiat, et c'est un certain type de rapport à l'objet aussi. Hein, mais c'est autre chose. Dans la pratique quotidienne, c'était pas comme ça. En fait, avec moi, c'était beaucoup plus concis. Déjà dans le séminaire, c'est particulièrement concis. Hein, mais là, c'était carrément ramassé, condensé. C'était des condensations. Hein, et tout ça, sans être persécuté par le regard, en ayant une parole qui pouvait sembler à certains moments... Il avait une façon de se tenir dans la séance qui pouvait faire penser que, j'y ai fait allusion tout à l'heure, qu'il ne savait même pas qui était en train de parler. Donc, on est ramené à un parmi d'autres. Et ça, c'est très important. Le un parmi d'autres, c'est complètement cohérent avec des tas de choses qu'il a racontées, qu'il a essayé de mettre en place. Ce sentiment, à certains moments, d'être un parmi d'autres, effectivement. Donc, j'allais sur le divan, je ne croisais pas son regard, évidemment, je ne touchais pas, je ne serrais pas la main, je sortais du cabinet, il ne m'avait pas regardé, et je ne savais pas s'il savait, autrement que par ma voix, que c'était moi. Bien. Est-ce que je peux ajouter un mot sur oui, vas-y. Contraire. J'ai été très, très intéressé par un rapprochement peut-être un peu hasardeux, mais que j'ai fait il y a longtemps dans un bouquin qui s'appelait Les errants de la chair, sur la question du style tel qu'en parle Spinoza. C'est vraiment intéressant de faire enfin, pour moi, ça a été très intéressant. Spinoza dit, en gros, voilà, et c'est vraiment, il y a un rapprochement possible, bon, il ne faut pas pousser l'analogie trop loin, mais il y a un rapprochement possible. Les prophètes, en hébreu, Navi, sont des interprètes. Ils prophétisent, donc ils disent
l'avenir, mais comme disent certains commentateurs, ils disent un avenir qui est déjà écrit. Hein, donc s'ils connaissent la loi, ben, ils n'ont pas de mal à prophétiser, comme on le voit souvent d'ailleurs dans les cures, les gens parlent d'un futur, au futur de quelque chose qui leur est arrivé dans le passé. Et alors Spinoza dit, Dieu est un créateur, on dit le créateur, mais voilà, Dieu n'a pas de style. Et c'est pour ça que je voudrais compléter ce que j'ai dit. Je veux dire, Lacan n'a pas de style non plus, puisqu'il en a un à chaque fois différent en fonction de à qui il parle. Et alors, comment Spinoza, dans le traité théologico-politique, justifie ce qu'il dit? Il dit, vous remarquerez que les prophètes, disons, allez, à la louche, Jérémie, Ésaïe et Ézéchiel, quand ils parlent, utilisent des métaphores, des images, qui correspondent à ce qu'ils sont dans la vie. C'est-à-dire qu'ils prophétisent si l'un est militaire en termes militaires, si l'autre est paysan en termes paysans, etc. C'est-à-dire qu'on entend dans ce qu'ils disent, dans la manière de le dire, on entend qui ils sont. Ça ne veut pas dire que la prophétie est sans intérêt, ça veut juste dire que ils participent de ce qu'ils sont en train de raconter. Et j'ai trouvé chez Lacan cette formulation, c'est pour ça que je dis c'est un peu osé, mais je vais oser. Il dit, voilà, les psychanalystes, d'une certaine manière, quand ils parlent, ils font entendre quelle est leur position dans le transfert, d'une manière générale. Par exemple, il dit, Karl Abraham, quand il interprète, on entend qu'il a envie d'être une mère. Ferenczi, quand il parle, quand il interprète, quand il parle de la psychanalyse, il a envie d'être un bon fils. Et il suffit de lire certains textes de Ferenczi pour se rendre compte à quel point c'est vrai. Et il dit, le seul qui échappe à ça, c'est Freud. Sauf que j'apporterai une nuance. Mais gardons ça pour l'instant. C'est Freud, exactement comme Spinoza dit, ce que disent Jérémie, Ésaïe et Ézéchiel permettent de partir de leur subjectivité pour comprendre pourquoi ils prophétisent de telle ou telle manière, mais le seul qu'on ne peut pas rapporter à sa singularité sociale, quand il parle, c'est Moïse. Moïse, on ne peut pas dire, il parle comme un militaire, comme un paysan, comme je ne sais pas quoi. Sa parole, elle est au-delà de son être social. Et Lacan dit, c'est la même chose pour Freud. J'apporte une nuance, parce que je ne suis pas obligé d'être toujours d'accord avec ce qu'il raconte. Et cette nuance, je la trouve chez Abraham Cardinaire. Abraham Cardinaire, quand il fait le récit de son analyse avec avec Freud, quand il fait le récit de son analyse avec Freud, il dit, à un moment donné, il faut oser quand même, est-ce que vous pensez que vous êtes un bon analyste? Et Freud lui répond, grosso modo, de mémoire, mais vous pourrez retrouver ça dans mon analyse avec Freud, il dit, non, j'ai pas le sentiment d'être un bon analyste, et ceci pour 3 raisons. Première raison, j'ai trop le souci d'être un père. Oui. Alors, je ne vais pas vous faire les raisons, mais au moins celle-là. Et la deuxième, qui me paraît aussi importante, j'ai trop le souci d'étendre mon influence. Et je m'intéresse trop aux problèmes théoriques. Donc, Freud lui-même dit, en fait, si on m'écoute bien dans mon travail, le souci d'être un père, et il dit ça quand même avec quelqu'un qui s'appelle Abraham, c'est-à-dire le père des nations, le père du peuple, j'ai trop le souci d'être un père. Alors évidemment, il le dit à Abraham, Cardinaire, mais quand même, il dit quelque chose qu'on peut retrouver dans le fil de ce qu'il a dit un peu partout, c'est-à-dire, il sait de quel positionnement il se place. Et je pense que quand Lacan dit Freud, on ne sait pas où il était, il passe à côté de ça. Même si à d'autres moments, effectivement, il le repère. Par contre, je vous mets au défi, tous ceux qui sont en train d'écouter ce qu'on dit, et vous ici, que diriez-vous de Lacan? Alors, il n'y a pas d'analyse sans fantasme.
Hein. Donc il y a un fantasme de l'analyste. Hein. Comment c'est un travail à faire, c'est un travail à éplucher. Il y a là quelque chose de parfaitement énigmatique. Tu parlais d'énigme du transfert. Il y a quelque chose de parfaitement énigmatique. D'où vient cette parole singulière, pour le coup, hein, ce maniérisme qu'on lui attribue, ce gongorisme, je ne sais quoi. Est-ce que ça dit quelque chose de son fantasme? Je pense que oui, mais je ne pourrais pas en dire plus là, maintenant, ce soir, sur ce point. Il y avait aussi la question de la séduction chez Lacan, parce que c'était un séducteur, Lacan. Il y a plusieurs témoignages quand même qui... Oui, moi, je n'ai pas connu son séminaire, ni... Ouais. Est-ce que c'est vraiment une question intéressante, celle que tu poses là? Enfin, ce n'est pas une question que tu poses, mais cette recherche, au fond, d'essayer de se faire une représentation de ce qui serait un père, un fils, une mère. Ah ben oui, moi je crois que c'est une question importante. Je crois que c'est une question importante, parce que ça oriente la psychanalyse. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, on peut se poser à l'orée de n'importe quelle analyse qui débute la question, quand la personne vient, je vais vous en donner un exemple, comme on dit, clinique, j'aime pas beaucoup le mot, mais enfin, bon, c'est comme ça, ça oriente le fait que le patient vous dit telle ou telle chose, et pas une autre. C'est-à-dire le fait que, par exemple, si quelqu'un vient chez toi pour un premier entretien, il va te dire des choses d'une certaine façon, il va te parler de certaines choses, et quand il arrivera chez moi, il commencera autrement. Je vais essayer de relancer la question autrement. Est-ce que ce qui importe le plus, c'est pas tant que nous, on s'en fasse une représentation, plutôt que supposer que lui en a une? Que lui en a une, que le patient en a une? Non, que l'analyste Lacan a une représentation de la place fantasmatique qu'il occupe a priori a priori. Je trouvais que justement il l'ajuste à la singularité de chacun de ses patients. Oui, mais en même temps, singularité ne veut pas dire renoncement à son fantasme fondamental. Il a un fantasme. Et or, ce fantasme oriente le discours. Par exemple, je pense à une blague que l'on m'a racontée il n'y a pas très longtemps, un vitz juif. Patient à qui son analyse dit, bon, écoutez, on a bien travaillé, maintenant c'est terminé, vous pouvez rentrer chez vous, c'est fini. 15 jours après, en pleine nuit, il reçoit un coup de fil. Allô, ici c'est Moïse Machin, voilà, j'ai fait un rêve horrible, j'ai rêvé que vous étiez ma mère. Alors l'analyste dit, oui, bon, et alors qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, ben, je me suis levé, j'ai été prendre mon petit déjeuner. Alors l'analyste dit, et qu'est-ce que vous avez pris au petit déjeuner? Le type dit, ben, j'ai pris un café. Il dit, et vous appelez ça un petit déjeuner? Bon, tu vois, ça oriente. C'est une réponse que tu donnes. Je me souviens d'un patient. Oui, mais là, pardon, excuse-moi, là, même dans cet exemple, est-ce qu'il, c'est dans cette blague, l'analyste qui répond, vous appelez ça un petit déjeuner, il se place à un endroit où il entend que son patient voudrait qu'il se mette. Non, c'est le contraire. Je pense que c'est le patient qui interprète. Quand il lui dit qu'il a fait un rêve où il le voit être la mère, il lui interprète son fantasme. Il lui dit, vous m'avez, et il en a la confirmation, vous avez conduit ma cure en étant dans une position maternelle. C'est une interprétation du patient. Ça me rappelle une autre blague, parce qu'il faut bien qu'on rigole quand même. Bah oui. J'ai tellement rigolé chez Lacan. Hein, c'est un obsessionnel, vraiment sorti tout droit d'un manuel, comme ça, qui ennuie son analyse, mais à mourir, quoi. Et l'analyse cherche, mais qu'est-ce que j'ai loupé? Il reprend ses notes du début, etc. Et puis il se dit, non, ben voilà, en fait, j'aurais dû lui dire telle ou telle chose. Quand le patient revient, il attend l'occasion, et puis il lui dit ce truc qu'il a fabriqué, c'est-à-dire exactement le contraire de tout ce que je viens de raconter. Oui. Hein, il a fabriqué une interprétation, et il attend le moment qui lui paraît idoine pour balancer son interprétation. Et en fait, pour le patient, comme pour beaucoup d'obsessionnels, ça ne lui fait ni chaud ni froid. C'est-à-dire rien ne change. Arrivent les vacances, il se salue pour se dire au revoir. Le patient, sur le pas de la porte, se retourne et dit à l'analyste, vous vous souvenez, il y a un mois et demi,
vous m'avez dit telle et telle chose. Et bien, depuis que vous m'avez dit ça, vous n'avez plus jamais été le même. Bon, non, mais je parlais de la question de la séduction, comme Ouais. il y avait je ne sais pas si c'était un fantasme de sa part, mais il était dans une position de séduction, Lacan. Oui et non, mais c'est oui, ouais, bon, évidemment que de toute façon il faut il y a un enjeu de séduction. Oui. Mais je dirais dans sa neutralité, dans sa pratique, il y avait aussi une manière de déjouer la séduction. C'est-à-dire de faire justement une petite remarque concise qui cassait la chose. C'est-à-dire, il pouvait être séducteur, mais il savait aussi comment casser la chose. Je vais donner un exemple qui va te paraître peut-être un peu loin de ce que tu veux dire, mais je crois que ça a les plus grands rapports. Parce que ça pourrait être pris pour de la séduction. Un jour, en sortant de séance, il appelle Gloria et il lui dit, je suis encore entre deux, là, entre le cabinet et la porte, et il lui dit, est-ce que vous pouvez confier cette lettre à Winter? Gloria, un peu étonnée, mais elle me donne une lettre et il me dit, auriez-vous l'amabilité de poster cette lettre en sortant? Moi, c'est contraire à tout ce que j'avais appris. Et donc, je sors de là, ça rejoint ta question sur le narcissisme de tout à l'heure, c'est aussi l'enjeu dans la séduction. Je ressors de là gonflé à bloc. Et je regarde, alors je ne vais pas vous dire pour qui elle était, mais je regarde à qui c'est adressé, et puis où est la poste? La poste, elle est rue des Saints-Pères, donc voilà. Et je commence à bâtir tout un truc, c'est pas par hasard s'il m'a demandé ça, etc. Et puis il me fait tellement confiance et tout. J'arrive à la séance d'après, et je commence la séance en disant, la dernière fois quand vous m'avez demandé de poster la lettre, et il arrête la séance, il me dit, il est incontestable que c'est moi qui voulais demander. Donc ça va, quoi. On arrête le délire. C'est ça. Hein. C'est-à-dire, effectivement, ça pourrait être pris pour de la séduction, et vu de l'extérieur, ça en serait. Mais il faut voir la suite. Oui, c'est le côté équivoque dont tu parlais tout à l'heure aussi. Hein. Et puis qui est capable. Le côté libre. Voilà, c'est ça. Après tout, pourquoi pas. Et dans tes blagues, il y a quelque chose aussi que j'avais envie de souligner, c'est que ces deux blagues sur une fin d'analyse, sur la question de la fin d'analyse aussi, et que cette liberté, enfin non, c'est pas une liberté d'ailleurs, enfin, la liberté que ça offre à l'analysant de pouvoir se détacher de ce fantasme, de son analyse. De pouvoir le nommer. Alors, pouvoir le nommer ou sans faire une représentation. Sans faire une représentation. Alors, évidemment, la plupart du temps, on balbutie, on passe à côté. On dit des choses qui ne sont pas forcément pertinentes. Mais il y a aussi quelque chose dans la construction d'une analyse ensemble que Lacan m'a fait sentir, qui est que l'interprétation n'est pas que du côté de l'analyste. C'est ça, c'est vrai. Et que être analyste, c'est aussi être capable d'entendre dans ce que dit le patient comment il interprète le positionnement positionnement fantasmatique de l'analyste. Pas le positionnement justement de rendez-moi service, allez poster la lettre, mais le positionnement fantasmatique qui va s'élaborer au fur et à mesure. C'est pas acquis, c'est pas donné tout de suite. Mais l'analysant, il parle aussi en interprétant. Je pense à un cas aussi. Si je suis trop long, je pense à un cas. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez vous manifester pendant que Jean-Pierre termine là. Un cas rapide. Au bout de 2 ans, un monsieur qui venait dire ce qu'il avait à dire sur le divan, me raconte ses problèmes intestinaux, anaux, etc. Et puis, il s'arrête à un moment donné et il dit, je me pose la question de savoir pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour vous parler de ça. Alors, au passage, c'est très bien, cette question, parce que
C'est exactement, Lacan a théorisé la chose en disant, c'est le fait qu'on dise qui importe. Qu'on dise qui est derrière ce qu'on dit. Et on tient rarement compte du fait qu'on le dit. Or là, le patient, tout d'un coup, dit qu'il s'aperçoit qu'il est en train de le dire et il se pose la question, mais pourquoi je ne l'ai pas dit jusque-là C'est-à-dire que l'inconscient, c'est pas qu'on va aller déterrer le truc dont on n'a jamais parlé, c'est qu'il y a quelque chose qu'on sait et qu'on va dire, mais justement pas n'importe quand. Et qu'il importe de savoir à quel moment ça va être dit. Et il dit, je me pose la question vraiment, d'autant plus que quand je suis venu vous voir, j'avais 2 adresses. La vôtre et celle d'un autre psychiatre, psychanalyste, qui m'a reçu dans un superbe immeuble haussmannien dans le 16e arrondissement. Or, à lui, je lui ai parlé tout de suite de mes problèmes intestinaux. Il s'arrête, il réfléchit et il dit « Ouais, je crois que j'ai compris. » Quand je suis arrivé chez lui et que j'ai vu tout ce luxe, toute cette propreté, etc., j'ai eu envie de tout dégueulasser. Bien, alors, est-ce que quelqu'un veut intervenir là? Bon. Apparemment, personne ne veut intervenir, alors on va essayer. Ils savent intervenir ou pas? Bah oui, ça, j'espère qu'ils savent. Lever la main, se manifester, s'agiter derrière son écran. Bon. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je vais rajouter juste à propos de ce que je disais de Spinoza, de l'absence de fantasmes repérables chez Moïse, qui est comme par hasard justement celui auquel Freud s'est intéressé de très près. Dans une formule dont Lacan a fait ses choudras, comme ayez à chériller, je serai qui je serai, justement, il est impossible dans cette phrase de savoir de quelle position il va dire ça, ou il va le faire dire à Dieu. C'est impossible. Et Moïse, on sait des tas de choses sur lui. On sait que c'est, au départ, c'est quelqu'un qui a tué quelqu'un. On sait que c'est un enfant abandonné, recueilli. On connaît les conditions dans lesquelles il va plus ou moins opérer des miracles, libérer son peuple, etc. On sait plein de choses. On sait qu'il bégaye. On sait qu'il bégaye. On sait qu'il a besoin de son frère, évidemment. Qu'il est, comme dit la Bible, incirconcis de langue. Voilà. Or, on ne peut pas rapporter ce qu'il va dire justement à tous ces éléments de sa biographie. On ne peut pas. C'est extraordinaire. Mais c'est pas la même chose, et Spinoza insiste sur ce point, et ça m'a paru très, très intéressant. C'est pas la même chose que, comment dire, que certains prophètes ou fondateurs de religion, dont on a du mal à rapporter ce qu'ils disent à leur vie, disons privée, parce que ça ne s'appuie pas sur l'ignorance. Et Spinoza dit, le mieux quand on veut être prophète quelque part, le mieux c'est d'être inculte. Et il donne, je ne sais pas s'il donne ces exemples, on ne se souvient plus très bien, enfin bon, on a dans l'histoire juive des exemples comme ça, Sabbatai, Jacob Frank, je vais oser le dire, Mahomet, sont des gens incultes, donc effectivement on a du mal à repérer d'où ils parlent, comme on dirait aujourd'hui, ou enfin comme on disait il y a quelque temps. Mais ce n'est pas la même chose que Lacan ou Freud, à commencer par Freud. Freud, par exemple, nous dit « présentez-vous comme un culte », comme ne sachant pas. Oubliez tout ce que vous savez. Oui, mais pour oublier tout ce qu'on sait, il faut déjà savoir beaucoup de choses. Il ne dit pas « il ne faut rien savoir pour être psychanalyste ». Il dit « il faut connaître beaucoup de choses et puis les oublier au moment où on aborde une cure ». Et puis, il y aura des petits surgissements
de ce qu'on a appris en lisant, en travaillant avec les collègues, etc., qui vont orienter notre façon de procéder. Mais certainement pas à partir du savoir. Hein, je ne sais pas. Et c'est pour ça que quand tu relevais comme une erreur sa précipitation à interpréter le prénom d'un de mes fils, il fait le contraire de ce qu'il a dit qu'il fallait faire, c'est-à-dire il n'a pas pris le temps. Oui. Hein, et effectivement, ça a brouillé les cartes pendant un certain temps. Hein, on a toujours tort de comprendre trop vite, dit-il, et il a raison. Et ça rejoint la question de la séduction, Oui. C'est-à-dire le désir aussi de faire un bon mot. Exactement. D'ailleurs, ça a donné l'occasion à certains collègues de faire un recueil des bons mots qui m'a toujours paru un truc ahurissant, parce que ce n'est pas des bons mots en soi, c'est des mots adressés. Il n'y a pas des bons mots de Lacan, si, il y en a au séminaire. Quand il disait au séminaire, seuls les crustacés à pince ne se masturbent pas, ça c'est un bon mot, mais c'est au séminaire. Hein, il ne dit pas ça à un patient. Je veux bien intervenir. Alors voilà, vas-y Ismini, on t'écoute. Merci Jean-Pierre. Ce que je voulais dire, c'est que je suis très impressionnée par la façon dont le fait de t'entendre plutôt que de te lire uniquement me permet d'entendre justement. Et je faisais le rapprochement avec le séminaire oral donc, de Lacan. Et je voulais te demander si, je ne suis pas sûre de bien savoir le formuler, mais c'est ce passage entre l'écrit et l'oral, et qu'est-ce que l'oral permet d'entendre qui n'est pas écrit quasiment. Voilà. Oui, c'est une très bonne question. Parce que ça a un rapport justement avec l'écriture et le signifiant. Hein, dans l'écriture, c'est une certaine façon de déposer le signifiant, alors que dans l'oral, ça laisse justement toutes les possibilités que j'ai évoquées, hein, c'est-à-dire l'équivoque, etc. Pour préciser par rapport à ta question que je trouve extrêmement intéressant, c'est ce texte-là, il se trouve que Luis a tenu absolument à ce que je témoigne de cette façon, mais quand il est venu me voir, j'étais convalescent après une très longue maladie qui m'a cloué à l'hôpital pendant presque 1 an, et j'étais encore très convalescent. Et donc, je lui ai parlé et il a enregistré. Et ensuite, il y a eu un travail d'écriture à partir de l'oral. Hein, donc, c'est un texte qui est à mi-chemin quoi, entre l'oral et l'écrit, et c'est pour ça que je suis vraiment tellement content de pouvoir vous parler de ça en parlant, justement, et pas seulement avec le support de l'écriture, parce que effectivement, ça n'a pas le même effet. Hein, et je n'ai pas le génie de la langue qui me permettrait d'obtenir des effets de signifiants aussi considérables par l'écriture. Hein. Mais ça interroge vraiment la place de ce qui est écrit, de ce qu'on peut transmettre par l'écriture et de ce qu'on transmet par la parole. Et moi, je suis beaucoup plus intéressé par tout ce que les gens racontent, que ce soit les analystes en contrôle, les analysants, les collègues analystes, quand ils parlent sans le support de l'écriture, que parce que j'ai pu lire par ailleurs. Est-ce que, je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Oui. Et ma question, c'était aussi, peut-être que pour Lacan, justement, c'était important, ce séminaire. Alors, complètement. Ça, alors j'en suis convaincu, et j'en suis d'autant plus convaincu que il y a beaucoup de témoignages hein, du fait que bien des gens pensaient que Lacan leur parlait à eux. Hein, et comme il disait, tout ce que je vous dis, je le tire de ma pratique, ce qui était vrai aussi, il y avait cette espèce de va-et-vient entre le séminaire oral et la pratique tout aussi orale, et puis après, pour travailler le support de l'écrit. Mais effectivement, sans l'oral, je pense que on aurait beaucoup perdu, et je le regrette pour ceux qui n'ont pas entendu Lacan quand c'était pas l'horreur, mais il y avait des choses qui passaient dans son énonciation, dans sa manière de se poser,
dans sa manière de dire ou de ne pas dire, dans les silences, bien des choses qui passaient, qui allaient au-delà de ce qu'il était en train de formuler. Hein, et ces mouvements de colère, ces mouvements d'agacement, cette façon presque à la Antonin Artaud d'articuler les choses, de les dire, ça me fait penser au fait que un poème, si on fait que le lire dans sa tête, il n'aura jamais la même évidence qu'un poème qu'on aura lu à voix haute et qu'on récitera. On y entendra toujours autre chose que dès qu'on va se mettre un poème ou une tragédie quelconque, on y entendra toujours autre chose dès lors qu'on se mettra en demeure de devoir l'articuler en paroles. Mais le séminaire, c'est aussi ce qui permettait à Lacan de tenir sa position d'analyste. C'est probablement vrai qu'il parlait à certains dans son séminaire. Bien sûr. On pouvait effectivement retrouver comme un écho de ce qu'on avait, comme une réponse d'une certaine manière, de ce qu'on avait pu dire ou élaborer dans des séances précédentes. Quelquefois, on se faisait de douces illusions. Quelquefois, ça tombait juste et on en avait la confirmation. Quand on était sur son divan, on avait la confirmation dans les séances qui suivaient. Je vous ai raconté l'épisode sur Moïse. Il y en a eu d'autres que je ne vais pas raconter parce qu'il ne s'agit pas de tout raconter. Mais effectivement, un certain type de rapport à l'espace de l'inconscient se perpétuait dans le fait que lui-même, à ce moment-là, utilisait ce qu'il avait entendu, ça travaillait, comme il dit, et qu'il était, comme il disait, analysant. C'est-à-dire qu'il mettait, ça veut dire quoi qu'il était analysant? Ça veut dire qu'il mettait en jeu son « je n'en veux rien savoir ». Mais alors, évidemment, son « je n'en veux rien savoir » par rapport à ce que nous, on ne voulait pas savoir, c'était quand même des années-lumière au-dessus. Mais on sentait bien qu'il y avait un enjeu là. Il avait des notes, mais il ne lisait pas ses notes. Il était dans une certaine forme de création. Mais la création, ça suppose un socle quand même, un travail préalable. Quelqu'un d'autre voudrait parler? Oui, moi je veux bien, mais j'ai un mauvais réseau. C'est qui? Claire Faugeron. Ah, Claire, ouais, vas-y Claire. Oui. Jean-Pierre, quand même, c'est une question très bête, mais quand j'entends ce que tu expliques à 19 ans, que tu arrives comme ça pour des séances, est-ce que c'est pas un peu maltraitant quand même? Est-ce qu'il n'y a pas eu de sensation de maltraitance? Je l'ai dit tout à l'heure, non? Moi, j'ai jamais eu le sentiment d'être maltraité, et pourtant, j'arrivais avec des idées toutes faites sur comment devait se conduire une analyse. Quand même attendre avec toute une foule de gens, passer toute une journée dans le cabinet, enfin. Ça ne m'est jamais arrivé. Je l'ai dit tout à l'heure, ça ne m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais passé toute une journée dans le cabinet. Moi, j'arrivais à 8h30 le matin, à 9h moins le quart au maximum, je sortais du cabinet. Et je n'ai jamais attendu trop longtemps. Il y a pu y avoir, effectivement, sur 10 ans d'analyse, des moments où il était particulièrement occupé, ou des fois, avec impatience, ça pouvait durer un peu plus longtemps. Le jour où je lui ai dit j'aimerais avoir des séances normales et qu'il a fait durer la séance au-delà de mes espoirs, effectivement, ceux qui attendaient dans la salle d'attente devaient se demander ce qui se passait. Mais encore une fois, je ne me sentais pas, parce qu'il y avait une certaine pertinence de la coupure. C'est quand il n'y a pas de pertinence, alors, quand c'est absolument sans pertinence, quand c'est la coupure pour la coupure, quand c'est la ponctuation pour la ponctuation, quand on est renvoyé sans ce que je disais, sans un mot de soutien, sans une association quelconque, complètement de l'ordre de la parole vide, mais qui est indispensable dans la pratique de l'analyse, on se sent absolument pas humilié. Je me suis jamais senti humilié, d'autant que j'étais libre de lui dire ce que j'avais envie de lui dire, et même de contester sa manière de faire avec moi. J'en ai donné. Je disais pas humilié, mais je disais maltraité. Non, je ne me sentais pas du tout maltraité.
Bon, c'est peut-être pas ce que pense ma femme. Hein. Elle pense que j'ai été très maltraité. C'est une autre façon de parler. Est-ce que je pourrais dire quelques mots? Qui est-ce, pardon? C'est Françoise Insel. Ah oui, Françoise, vas-y. Bien. J'ai toujours du mal à parler puisque je ne suis pas expert en psychanalyse, la langue psychanalyse. Mais en fait, tout ce que tu nous as dit de ton travail avec Lacan me dit que ce qu'il parlait, ce que vous parliez, c'était la langue. Mmh. Ouais. Et que ça, c'est extrêmement difficile, même pour moi qui suis une vieille et qui travaille comme je peux, c'est extrêmement difficile à saisir, à attraper. Mmh. Mais je te remercie parce que tu nous as parlé, non pas en expert, ouais. mais dans la langue de tous les jours. Et je te remercie beaucoup parce que, au lieu de me sentir écrasée, comme ça m'arrive si souvent, tu me donnes le désir de continuer. Ah bah, merci. J'ai pas perdu ma soirée. Mais en même temps, je n'attendais pas moins de toi, François. Merci beaucoup. Alors, qui veut encore intervenir? Bon, écoutez, c'est déjà plus d'1h30, hein, ouais. Ça ira. Hein. Ouais. Ça ira. Écoutez, merci pour votre attention et à très bientôt. Puis on remercie surtout. Encore un mot, je peux ajouter un mot. Oui, vas-y, Françoise. On a eu une belle incarnation hier du passage de l'écriture à un texte dit, un texte qui passe par le corps de l'autre. Voilà. Ouais, c'est très important cette histoire du corps. Hein. Parce que c'est un domaine que je n'ai pas du tout exploité, mais j'aurais beaucoup de choses à dire sur la manière dont il faisait avec son corps. Mais voilà. Ouais, il y a la présence de son corps, ce qui pose plein de questions sur ce qui se passe, sur ce à quoi on est confronté aujourd'hui. Tout à fait. Ouais, mais bon, merci encore. On va parler de tout. Merci encore. Ouais. Bon, ben merci Jean-Pierre et puis merci à vous. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Oui, hier, il en restait quelques-uns. Oh, 60 là, encore, 62.